Aujourd'hui, Science en Tourne est au CMCO, le Centre médico-chirurgical obstétrique, à Schiltigheim, près de Strasbourg. Et nous allons y rencontrer le professeur Israël Nizan, qui est gynécologue obstétricien et professeur des universités. Le sujet du jour, l'éducation sexuelle des adolescents. Bonjour professeur. Madame. On a appris aux jeunes à traverser la rue en regardant à droite et à gauche pour ne pas se faire renverser. C'est beaucoup plus difficile de leur apprendre à entrer en sexualité sans en recueillir les écueils. J'ai choisi 3 généralités qu'en général les jeunes ne connaissent pas pour parler de sexualité. La première, pas de sexualité chez les animaux. Un chien qui sent une chienne en chaleur, il court derrière sa truffe, la chienne ne se laisse monter dessus que si elle est en chaleur, autrement elle ne se laisse pas faire. Plus vite c'est fait, retour à la niche. Chez les humains, c'est pas du tout comme ça. Nous rêvons les uns des autres, sans oser le dire, c'est de la sexualité. Nous fantasmons les uns sur les autres, c'est de la sexualité. Le chien, il fantasme pas sur une chienne qui aurait les taches comme ci et les yeux comme ça, ni sur les positions avec la chienne. Nous, on fantasme là-dessus. Nous, on est capable de dire « je t'aime », et donc on peut dire que les humains, ils ont aussi de la reproduction, comme les chiens, mais en plus, ils ont quelque chose de très important, et on est les seuls sur cette planète à avoir ça. Nous sommes les seuls sur cette planète à faire l'amour, pas seulement pour faire des petits, mais aussi pour le plaisir. Et ça, c'est notre caractéristique. Les humains continuent, par exemple, de faire l'amour pendant la grossesse d'une femme, ce qui ne se passe chez aucun animal. Les humains continuent de faire l'amour après la ménopause de la femme, ce qui ne se passe chez aucun animal. Donc nous ne sommes pas juste nos hormones, nous sommes nos hormones, plus un immense domaine en plus qui s'appelle la sexualité. Deuxièmement, sur la sexualité, on peut dire à un jeune, ta sexualité c'est perso. Elle ne regarde ni les parents, ni les copains, ni les profs, ni les médecins. Oh, je sais bien qu'il y en a qui racontent leurs petites histoires. Mais là, j'ai quelque chose à vous apprendre de très important pour toute votre vie. Si vous voulez qu'on vous écoute, ah oui, racontez vos histoires et vos galipettes. On vous écoutera et en même temps, on vous méprisera. Car la sexualité, c'est un domaine secret. Pour la première fois de votre vie, vous avez un vrai gros secret. Tant pis pour ceux qui ne le sauront pas, ils seront écoutés et en même temps méprisés. Même les parents n'ont pas à le savoir. Ils ont leur sexualité, elles ne regardent pas les enfants. Les enfants ont leur sexualité, elles ne regardent pas les parents. C'est d'ailleurs un droit des adolescents qui m'autorise, moi médecin, à donner de la contraception à un jeune et à aider un jeune sans que ses parents le sachent. J'ai même le droit d'aller jusqu'à faire un avortement sans que les parents le sachent. Ça veut dire que la France a décidé qu'il y avait un vrai droit des adolescents à la confidentialité de sa sexualité. Enfin, dernier point de cette introduction, vous savez que les médecins ont mis des normes sur tout. En dessous de telle taille, t'es un nain, au-dessus de telle taille, t'es un géant, au-dessus de tel poids, t'es un obèse, mais il n'y a pas de normes sur la sexualité. Pour rigoler, on va prendre 3 extrêmes. Premier rapport à 14 ans, pour les médecins, normal, pas normal? Normal. Et premier rapport à 22 ans, normal aussi. 3 rapports par jour, normal. 1 rapport par an, normal aussi. Un rapport en 3 minutes, normal. Et en 3 heures, normal aussi. Donc, pour les médecins, tout est normal. Mais la justice ne voit pas les choses de cet œil-là. C'est-à-dire nous, la société. Que dit la société des rapports sexuels? Elle dit que tout rapport sexuel qui se fait sans le consentement valide des deux est un crime, pas un délit. Tout de suite le max. Pourquoi je dis valide? Parce qu'une fille ne peut pas dire oui à son père. Et ça s'appelle un inceste et c'est 10 ans de prison pour le père. Et s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, ça porte un autre nom, le viol, et c'est 10 ans de prison pour le violeur. Donc la société française, elle met tout en haut des valeurs, le consentement. Il y a 150 hommes qui sont en prison en France pour 10 ans pour avoir violé leur propre femme. Mais ils disent au tribunal, mais c'était ma femme, j'avais le droit. Et non, ce jour-là, elle ne voulait pas. T'as pas écouté, c'est un viol, pas de circonstances atténuantes. Et donc, la société française est très vigilante. Quoi que ce soit qui se passe sans le consentement des deux, et on est dans le viol. Donc 3 remarques pour commencer. Il n'y a pas de sexualité chez les animaux, et les animaux ils font que se reproduire. Ta sexualité c'est perso. Et troisièmement, les médecins disent qu'en matière de sexualité il n'y a pas de norme, mais la justice rattrape le coup et dit si, il y a une norme, c'est le consentement valide des deux. Au total,
La sexualité, c'est le plus beau cadeau qu'on a eu du bon Dieu ou du grand architecte de l'univers. Et ce cadeau, il a une particularité, c'est que quand on le déballe, bonjour l'angoisse. Même ceux qui ont tellement de muscles sous les bras qu'ils ne peuvent pas les rapprocher du corps dans la cour de récréation. Vous savez, les gros frimeurs, encore plus que les autres. Tout le monde a de l'angoisse avec sa propre sexualité, c'est pour ça qu'il y en a qui rient bêtement quand on se met à en parler. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder un certain nombre de sujets de sexualité. Je vais d'abord aborder la contraception et les maladies sexuellement transmissibles, mais je ne m'arrêterai pas aux écueils. On va aborder la question de l'homosexualité, pour savoir qui est homosexuel, pourquoi on est homosexuel et est-ce que c'est une maladie. Puis je vais aborder la masturbation, la jouissance sexuelle, la virginité, les violences sexuelles et l'inceste. Il y a 10 jeunes femmes de votre âge qui viennent chaque semaine dans mon hôpital pour une IVG. Entendons-nous bien, je suis fier d'appartenir à un pays, la France, qui, il y a 40 ans, a décidé de médicaliser l'IVG. D'ailleurs, pourquoi je suis fier? À l'époque, j'étais jeune interne et j'ai vu en 3 mois 2 jeunes femmes de 15 ans et 16 ans mourir en 24 heures dans des douleurs atroces après s'être injectées de l'eau savonneuse dans l'utérus pour avorter. Le seul péché de ces filles avait été d'être amoureuses d'un garçon. Et à l'époque, il en mourait 1 par jour en France, 300 par an. La France a dit, ça ne va plus, on ne peut plus faire ça comme ça. Et elle a décidé, dans un débat très difficile, d'accepter que toute femme qui est enceinte peut, jusqu'à un certain stade, arrêter sa grossesse. Depuis le 23 janvier 1975, je n'ai plus vu une seule femme mourir de ça. Merci la France. Donc d'une main, je dis merci la France d'avoir médicalisé l'IVG, et de l'autre main, je dis l'IVG c'est bien, mais pas pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que l'IVG, ça fait mal. Pas là. Là. Je rencontre des femmes qui, 5 ans, 10 ans, 15 ans après une IVG, me disent « Docteur, depuis que ça m'est arrivé, je ne suis plus comme une autre femme. Je n'ai plus autant de plaisir quand je m'approche d'un homme. » Vous savez, docteur, se mettre sur une table d'opération avec les 4 fers en l'air et un médecin qui vous opère au milieu, c'est pas sympa. Et ça m'est resté là. Et donc je suis là aussi aujourd'hui pour vous dire comment faire pour éviter ça. Pour éviter ça, c'est-à-dire avoir une sexualité sans être dans la reproduction. Ces moyens s'appellent les moyens de contraception. Et depuis 50 ans, nous avons des moyens de contraception très puissants à 100%. Nos grands-mères, quand elles faisaient l'amour, à chaque coup, elles risquaient d'être enceintes. Pour nous, c'est fini. Sauf pour certaines jeunes qui ne savent même pas que ça existe. Les jeunes croient que les premiers rapports ne risquent rien, que si on a des rapports pendant les règles, on ne risque rien, que si le garçon se retire pour éjaculer, on ne risque rien, que si on met un préservatif, on ne risque rien, que la pilule, ça fait grossir, ça donne le cancer et ça rend stérile, tout ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Eh bien, voilà le hit parade des moyens de contraception pour les ados. Number 1 sur le podium, l'implant. Un petit bout de plastique qu'on met ici sous la peau du bras après avoir fait une anesthésie avec de la pommade, qui reste 3 ans, et c'est une pilule à 100%, valable 3 ans. Et ça ne peut pas se voir. Au bout de 3 ans, on fait une petite anesthésie locale, on l'enlève, on en met un autre. Et les parents ne peuvent pas le savoir. Et moi, quand je le mets à un jeune, je ne suis pas dans l'illégalité. La France a décidé que les jeunes peuvent avoir leur contraception sans que les parents le sachent. Number 2, la pilule. Mais vraiment loin derrière. Le premier, c'est l'implant. La pilule, pourquoi c'est loin derrière? Parce que c'est aussi à 100% quand on y pense et quand on ne l'oublie pas. Mais il y a 40% des jeunes de votre âge qui oublient régulièrement leur pilule. Et ça se termine sur la table d'opération. Donc, number 1, l'implant, number 2, la contraception. Alors pourquoi cette histoire de contraception, ça tombe uniquement sur les filles et pas sur les garçons? Pourquoi cette injustice? Eh bien, il y a 2 sortes de garçons, les bons et les mauvais. Et si j'étais une fille, je me servirais de ça pour savoir si le mien, il fait partie de l'une ou de l'autre catégorie. Les mauvais, qu'est-ce qu'ils disent? Oh ben j'ai juste envie de coucher. Ce qui lui arrive après, ça ne me regarde pas, je serai loin. Ça porte un nom. Irresponsable. J'ai une mauvaise nouvelle pour les filles. Il y a beaucoup de garçons irresponsables. Et les bons, qu'est-ce qu'ils disent? Les bons, ils disent on a envie de faire l'amour, mais on n'a pas envie de faire un enfant. Qu'est-ce que tu as prévu? C'est des copilotes. C'est comme dans un avion, il n'y a pas de pilote. Tu as sorti le train d'atterrissage, ah non, je pensais que c'était toi qui le sortais. L'avion, il se pose sur le ventre. Eh bien, dans la contraception, le pilote, c'est toujours la fille et le garçon. S'il est bon, c'est le copilote. Maintenant, pourquoi on ne ferait pas un enfant à votre âge?
L'autre jour, je voyais une petite de 14 ans qui pleurait comme un énorme bébé. Entre deux sanglots, elle a réussi à dire « Oh, je veux avoir un enfant et je veux le garder parce que je veux avoir quelqu'un à aimer. » Mais on ne fait pas un enfant pour se remonter le moral. C'est pas du Prozac, un enfant. Moi, je vais vous dire mon avis pour quand on fait un enfant. On fait un enfant quand on peut promettre sur sa tête à lui qu'on lui donnera tout ce dont il a besoin dans les 25 ans à venir. Est-ce qu'une petite de 14 ans peut promettre ça? Bien sûr que non. Donc, faire l'amour, ça sous-entend qu'on a pris des précautions et qu'on sait que ça ne donnera pas, contre son gré, un enfant. Parce que rendre un enfant heureux, c'est compliqué, même quand tout va bien. Je sais bien qu'il y a des parents qui se disputent, je sais bien qu'il y a des parents divorcés, mais je ne connais aucun enfant qui ne préférerait pas avoir ses deux parents avec lui. L'autre jour, je voyais une femme qui avait 4 enfants de 4 pères différents. Alors je lui ai demandé, expliquez-moi comment ça fonctionne. Elle était surprise par la question. Et alors elle me dit, c'est simple docteur, chaque fois que j'aime un homme, pour le lui prouver, j'y fais un enfant. J'ai vu une cravate. Comme ça, si tu l'aimes beaucoup, tu peux acheter 2 cravates. Je suis en train de dire quelque chose d'assez choquant. C'est qu'il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour faire un enfant avec, il faut plus. Il faut en plus savoir qu'on va pouvoir rester ensemble longtemps, 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 bien au-delà de la passion et parfois même au-delà de l'amour. Et si on n'est pas sûr, on ne fait pas d'enfant. Donc pour moi, faire un enfant, c'est pour vous dans 10, 15 ans. Et je vous demande de tourner la langue dans la bouche 7 milliards de fois avant de faire un enfant avec quelqu'un. Facile de trouver un petit copain ou une petite copine. Rien de plus difficile que de trouver quelqu'un d'assez bien pour faire des enfants avec. Et la pilule du lendemain, malheureusement, elle n'est pas assez efficace. Que 85% d'efficacité si elle est prise dans les 12 heures et que 56% d'efficacité si elle est prise dans les 48 heures. Donc je ne peux pas vous conseiller la pilule du lendemain parce qu'elle n'est pas à 100%. Quand j'avais votre âge, il n'y avait aucune maladie sexuellement transmissible qui tuait. Aujourd'hui, il y en a une qui tue et comptez pas sur les médecins. Dans les 10 ans qui viennent, on n'aura rien pour guérir le sida. Le traiter, oui, mais le guérir, non. De 2 choses l'une, il y a 2 sortes de rapports chez les jeunes. Il y a premièrement Roméo et Juliette. On se connaît depuis la maternelle, jamais on pensait qu'on serait amoureux l'un de l'autre. Roméo et Juliette ont besoin de l'implant, voire de la pilule, à partir du moment où ils sortent ensemble, où ils se promènent main par la main, même s'ils ne sont pas prêts de faire l'amour, ni l'un ni l'autre. Ils n'ont rien besoin d'autre, parce qu'ils savent tout l'un de l'autre et ils ont tout commencé ensemble. Deuxièmement, tout ce qui n'est pas Roméo et Juliette. Ce garçon que j'ai vu en boîte, là, t'as vu comme il est beau? Il a la petite lueur dans la prunelle. Je vais voir si je suis capable de le faire me désirer. Je le drague. Ce n'est pas le moment de faire sa fiche médicale. Viens voir par ici. Est-ce que tu as déjà couché? Est-ce que tu t'es déjà drogué? Ou on drague, ou on fait la police. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Dans tous ces cas où on ne sait pas tout de l'autre, où ce n'est pas le moment de poser des questions, en plus de la contraception qui est faite pour ne pas avoir d'enfants, préservatif pour ne pas s'infecter. Et par rapport au préservatif, il y a 2 sortes de garçons. Ceux qui mettent leur préservatif tout seuls comme des grands, normal. Puis il y a une catégorie de garçons qui disent ne pas vouloir utiliser de préservatif. Explication de texte sur ces garçons-là. Ces garçons, comme tous les garçons à votre âge, sont préoccupés par une seule et même question. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis capable de faire jouir une meuf? Et ils ont beau se la mesurer au repos, en érection et pour la première fois de leur vie calculer le volume d'un cylindre. Quand ils ont fini tous les calculs, ils ne sont pas sûrs que ça réponde à la question « est-ce que je suis bon ?» Et donc un garçon comme ça qui a de l'angoisse, il se dit « si en plus je suis obligé de me mettre un préservatif, ça c'est un coup à avoir la panne. » Et ils ont peur de la panne. Voici mon conseil pour ces garçons-là. Quand on fait l'amour, on est là que pour se faire plaisir l'un à l'autre. On caresse le corps de l'autre, l'autre vous caresse, plus on arrive à procurer du plaisir à l'autre, plus on est content. On met le préservatif au garçon, ce qui permet 2 choses très importantes. D'abord de laisser de la place au bout du préservatif pour que le sperme puisse s'y accumuler, mais surtout de bien le dérouler jusqu'à la racine de la verge. Et on rappelle aux garçons quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils ont éjaculé, ils doivent se retirer, de manière à ce que, quand la verge va diminuer de taille, elle ne reste pas, elle reste dans le préservatif, sans quoi, au retrait, ce sera sans le préservatif qui, de fait, n'aura servi à rien. Il y a 1 personne sur 7 qui est homosexuelle, comme les yeux bleus. Est-ce que les yeux bleus, c'est une maladie? Non. L'homosexualité, non plus. D'où vient l'homosexualité? Bien, je vais vous apprendre quelque chose. Nous avons tous, nous les humains, été bisexuels pendant les 2 premières années de notre vie. Le bébé de 6 mois, il s'en fout de qui lui fait un bisou sur le kiki si c'est son papa ou sa maman. C'est bon à prendre. Il n'a même pas vu qu'il y a 2 sexes différents. Et puis dans l'année qui suit, il va mettre encore 1 an pour savoir lui dans quel camp il est exactement. Puis vient l'éducation. D'un garçon, tu vas te coiffer comme ça, t'habiller comme ça, jouer comme ça, te fighter avec tes copains dans la cour de récréation et t'intéresser aux filles.
Et l'éducation d'une fille, tu vas te coiffer comme ça, t'habiller comme ça, jouer comme ça, et tu t'intéresseras aux garçons. On appelle ça en médecine le refoulement de la partie homosexuelle. Et nos parents ont tous essayé de refouler notre partie homosexuelle. Ils y sont plus ou moins bien arrivés. Et ce refoulement est plus difficile chez les garçons que chez les filles. Et je vous le prouve. De quoi ils se traitent dans la cour de récréation, les garçons, quand ils veulent s'insulter? PD. Explication de texte sur les garçons qui traitent les autres de PD dans la cour de récréation. Ben, ils se font un quart d'heure pub. Et oh, vous tous qui m'écoutez, moi je ne mange pas de ce pain-là. Et pourquoi il se fait de la pub là-dessus, lui? Tout simplement parce qu'il n'est pas sûr d'en être sorti. Un garçon qui traite les autres de PD dans la cour de récréation, c'est qu'il a un petit problème personnel non résolu avec sa propre homosexualité. Alors PD, c'est une insulte homophobe, elle est punie maintenant par la loi, et très clairement, l'homosexualité, ça fait partie de la vie des humains, et vous pouvez très bien retrouver votre propre homosexualité dans vos rêves, si vous arrivez à vous souvenir de vos rêves. Parce qu'il y a une instance dans le cerveau qui fait de la censure. Comme il y a des choses archi dégueulasses dans les rêves, il y a le conscient quand il se réveille qui dit « Oh là là, ce rêve-là, effacé ». Mais il y a pas mal de jeunes qui me demandent « Monsieur, je me suis aperçu que j'ai des rêves homosexuels, est-ce que ça veut dire que je suis homosexuel ?» Pas du tout. Est-ce que le fait d'avoir eu des rapports homosexuels veut dire qu'on est homosexuel? Pas du tout. Alors qui est homosexuel? Est homosexuel une personne qui ne s'intéresse qu'aux personnes du même sexe sur le plan affectif et sexuel après l'âge de 20 ans. Et donc, pour moi, l'homosexualité, c'est une forme normale de la sexualité. Ce n'est pas une maladie. Il y a une personne sur 7 qui est concernée. On n'est pas obligé de porter un badge « je suis homosexuel », ça fait partie de la vie privée. Vous pouvez tranquillement regarder votre voisin de gauche et votre voisine de droite. J'ai une confidence à vous faire. Il s'est masturbé et elle se masturbera. Car la masturbation concerne tout le monde dans l'espèce humaine. Moi qui regarde des bébés à l'échographie dans le ventre de leur mère, vous savez ce qu'ils font? Ils se touchent. Et pourquoi ils se touchent? Parce que c'est bon. Et d'ailleurs, vous avez tous vu des nouveau-nés à qui on change les couches. Qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils peuvent? Ils s'y touchent. Et pourquoi ils y touchent? Parce que c'est bon. Je vous parle exprès de la masturbation infantile, parce qu'à l'occasion de notre masturbation infantile, nous tous ici présents, nous avons appris le premier interdit sexuel de nos parents. Le petit garçon qui court dans le salon en se tenant le zizi, la première fois, sa mère, elle fait semblant de ne pas voir. La deuxième fois, elle se dit, si je continue de faire semblant de ne pas voir, il va continuer à se toucher le zizi et les voisins vont voir qu'il se touche le zizi. Et la troisième fois, elle lui dit un peu courroucée, va faire ça ailleurs. Et dans le plus mauvais des cas, elle lui tape sur la main. Nous avons tous vécu ça. Et d'ailleurs, ça a marché. Il y en a 95% d'entre nous qui ne se touchent plus devant tout le monde. Il y en a 5% où ça n'a pas marché, je suis d'accord avec vous, et qui continuent à se toucher en public. Alors, est-ce que la masturbation, ça rend sourd? Non. Est-ce que ça allonge le zizi? Non. Est-ce que ça le redresse quand il est tordu? Non. Est-ce que ça peut donner un cancer de la foufounette? Non. Est-ce qu'on peut faire une overdose de masturbation et avoir besoin du SAMU pour être réanimé? Non. Donc je viens d'exprimer là deux choses. Premièrement, la masturbation, ça fait partie de l'espèce humaine. Deuxièmement, bien qu'elle soit générale, elle n'a aucun effet nocif connu. Récemment, je voyais un jeune qui me disait « je suis sportif de haut niveau, est-ce que si je me masturbe la veille de la compétition, est-ce que ça va diminuer mes chronos ?» Non, ça ne diminue rien et il n'y a aucune nuisance connue. Maintenant, que disent les religions de la masturbation? Les 4 religions présentes dans notre région, les 2 religions chrétiennes, catholiques et protestantes, l'islam et la religion juive, disent toutes les 4 la même chose. Elles disent quelque chose de très intéressant. Les humains sont les seuls capables de se donner des règles et de les suivre, c'est-à-dire de ne pas obéir à ses propres pulsions. Et la masturbation, c'est un excellent entraînement pour ça. On peut avoir envie de se masturber, et parce qu'on appartient à une religion, ne pas le faire, ou le faire le moins possible. Nous ne sommes pas les seuls à nous masturber sur cette planète. Nos cousins lointains, ils ne sont pas si lointains que ça, les grands singes, chimpanzés, bonobos, qui ont 99% d'ADN commun, il leur manque juste un truc, c'est la parole. Ils communiquent mais ils ne parlent pas. Donc ils peuvent dire quelque chose au présent, je suis fâché contre toi, je vais te casser la gueule, mais ils ne peuvent pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Comme ils n'ont pas la parole, pas de culpabilité, les parents apprennent aux petits à se masturber, on se masturbe en famille le dimanche. Ce que nous ne pouvons pas faire parce que nous, on a la parole. Tout le monde ici présent a déjà vécu des orgasmes au cours de ses rêves érotiques. Les garçons, ils le savent bien parce qu'il y a du sperme dans les draps qu'ils essaient de nettoyer. Heureusement, quand la mère le voit, elle dit « mon garçon, il fonctionne normalement ». Et les filles, il n'y a peut-être pas de sperme, mais il y a aussi, depuis l'âge de 9-10 ans, des rêves érotiques qui font jouir. Et pourtant, quand vous jouissez la nuit, il n'y a pas une petite fée qui vient faire guili-guili sous les draps sur les organes sexuels. Ça jouit tout seul, mais en l'air. Explication, attention difficile à comprendre. Pour les imbéciles, l'organe du plaisir, il est là en bas.
Pour tous les autres, il est là-haut. Être capable de jouir, c'est être capable de se raconter sa petite histoire dans sa tête, qui comporte des fantasmes, des mots grossiers, des choses obscènes, des réminiscences infantiles. Celle-là, elle est confidentielle défense et on n'a pas envie de la raconter. Mais on a tous une ou des petites histoires qui nous font jouir. Et quand deux personnes jouissent en même temps, c'est qu'elles se racontent chacune sa petite histoire, qui n'a d'ailleurs pas forcément à voir avec celui avec lequel elle fait l'amour. Donc ceux qui croient qu'il faut faire les 42 positions du Kama Sutra pour jouir, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas une question de position, c'est une question d'être bien dans sa tête. L'autre jour, je voyais une femme qui me disait « Docteur, ça fait 13 ans que je suis mariée avec mon mari et il n'a jamais réussi à me faire jouir parce qu'il n'a pas trouvé le point G. » Ah bon? Il y aura un point dans le vagin marqué « on, off », tu touches dessus, ça jouit, tu touches à côté, ça ne jouit pas. Et cette femme est très difficile à soigner parce qu'elle met toute la faute sur son mari alors que c'est elle qui ne va pas bien. Vous avez entendu parler d'impuissance, de frigidité, ça se soigne très bien. Comment? En regardant ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant qui fait que quand il est éveillé, il a un blocage et qu'il n'arrive pas à accéder au plaisir. Tout le monde jouit, tout le monde vit des orgasmes, au moins dans ses rêves. Dans mon service, il naît 3000 petites filles chaque année. Les petites filles, on peut leur regarder la foufounette sans que ça les fasse rougir jusque derrière les oreilles. Il y en a 1500 qui soit n'ont pas d'hymen, cette petite membrane qui se trouve à l'entrée du vagin, soit ont un hymen tellement souple et tellement élastique qu'il ne se déchirera pas lors du premier rapport, mais seulement lors du premier accouchement. Si bien qu'il y a une femme sur deux qui ne saigne pas lors du premier rapport. Donc dire qu'une femme est vierge parce qu'elle saigne ou qu'elle ne saigne pas, c'est faux une fois sur deux. Est-ce qu'il y a une vraie définition de la virginité? La réponse est oui, écoutez bien. Est vierge tout garçon et toute fille qui n'a jamais eu de rapport. Si je veux savoir si un garçon est vierge, comment je fais? Je lui demande. Et si je veux savoir si une fille est vierge, comment je fais? Je lui demande. Comment on peut mentir? Mais si on ment sur des choses aussi importantes, ce n'est pas la peine de continuer. Il y a des pays où la nuit de noces, le jour de la nuit de noces, on amène la jeune épousée chez le gynécologue vétérinaire qui, avant qu'on l'essaye, pas chez nous, hein. Chez nous, un médecin qui fait ça, si je le sais, je le dénonce à l'ordre des médecins parce que c'est interdit de se comporter de manière aussi bestiale avec une femme. On a le droit de regarder sous la queue d'une vache pour voir si elle est en bonne santé avant de l'acheter. On n'a pas le droit de regarder entre les jambes d'une femme avant de l'épouser. Car si on le fait, ça veut dire qu'on se comporte avec elle comme avec un objet. Sa parole n'a aucune valeur et c'est un objet, on vérifie. Et une femme qui sait se traiter comme un objet sera traitée comme un objet. Moi, j'ai beaucoup de respect pour une femme qui arrive à rester vierge jusqu'au mariage. Chapeau. Chapeau parce que c'est dur. Mais je perds tout mon respect pour elle si, quand un homme lui demande « T'es vierge, toi ?» si elle ne répond pas du tac au tac « Moi, oui, et toi ?» Comment les hommes, ils pourraient courir à droite et à gauche et les femmes, elles devraient rester vierges? Mais c'est marqué où, ça? Dans quel Torah, dans quel Coran, dans quelle Bible? Non, non, ça c'est la religion des mecs. Parce que les trois religions, les 4 religions dont j'ai parlé tout à l'heure, elles disent les lois de la pureté. On a le droit de faire l'amour qu'avec son mari ou avec sa femme. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, il y a des pays encore pires que celui que j'ai dit, où le lendemain de la nuit de noces, comme il n'y a pas de gynécologue vétérinaire, on suspend le drap taché de sang à la fenêtre. Et s'il n'y a pas de sang, on répudie la femme après l'avoir essayé. Et dans ces pays, les mères donnent à leurs filles ce qu'il faut pour qu'il y ait du sang dans les draps, parce qu'elles savent que de mère en fille, il y a eu plein de gens qui ont été répudiés. Et d'ailleurs, je vais vous dire, dans la plupart des cas, quand il n'y a pas de sang, c'est tout simplement que le zizi était un peu petit. Alors moi, j'ai une question pour ces pays. Est-ce qu'on descend les culottes des garçons pour voir si par hasard leur zizi ne serait pas un peu petit? Ah non, on ne descend pas les culottes des garçons. Les culottes des filles, on les descend beaucoup, mais là, il s'agit de l'honneur des garçons. Il faudra que ces pays changent. Parce que l'objet de ce problème-là, c'est simplement de transformer les femmes en objets. Donc attention, piège à filles sur la virginité. On ne peut pas refaire sa virginité. Et d'ailleurs, l'autre jour, je voyais une jeune femme qui avait eu 3 ans de rapport sexuel par l'anus pour rester vierge. Elle est vierge pour vous? Bien sûr qu'elle est plus vierge. À partir du moment où on a eu un rapport sexuel, on n'est plus vierge, que l'hymen soit intact ou qu'il ne soit pas intact. Donc la vraie définition de la virginité, écoutez bien, c'est le fait de n'avoir jamais eu de rapport sexuel. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier, il n'y a qu'à demander. Il y a des hommes qui deviennent violents quand ils commencent de faire l'amour. On s'en va à la première gifle. Mais je l'aimais, docteur. Tant pis pour toi, ta vie est foutue. Ces hommes sont en fait des malades. Ils ont soit été battus quand ils étaient petits, mais encore plus souvent encore, ils n'ont vu à la maison qu'un père qui violait la mère. Ils n'ont pas cessé d'entendre les hurlements de douleur de leur mère. Ils s'imaginent, ces hommes,
que pour être viril, il faut faire mal à une femme. Et en plus, ils sont dangereux parce qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours en France de ça. Donc on ne rigole pas avec ça. Quand un homme a été violent une fois, ça va toujours s'aggraver, car nous ne savons pas soigner cela. On s'en va. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui vient avant la violence, c'est les injures. T'es qu'une conne, au revoir, tu n'auras pas l'occasion de me le dire une deuxième fois. La violence d'un homme, même s'il s'excuse après, c'est quelque chose qui va revenir et c'est une maladie qu'on ne sait pas gérer. Il y a aussi l'inverse, il y a des femmes qui jouissent de voir leur compagnon dans le malheur et dans la misère. C'est plus rare, plus difficile à détecter, mais je l'aimais, docteur, tant pis pour toi, ta vie est foutue, même chose. Il y a une nouvelle forme de violence qui sévit chez les jeunes, c'est je t'ai pris en photo quand tu étais nu et je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, et tant pis pour toi. Et si tu ne fais pas un câlin à toute la classe, je diffuse cette image. C'est une violence sans nom, ce n'est pas une preuve d'amour de son copain. Il y a une autre forme de violence pour les jeunes, c'est la pornographie. La pornographie est fausse, elle est faite de trucage, et les jeunes croient que c'est vrai, alors que ça n'a aucune espèce de réalité. Mais surtout, ça vient dire quoi ? Ça vient dire que les femmes sont disponibles, que c'est que des objets, qu'on peut les humilier, parce qu'elles sont très humiliées dans la pornographie, et ça montre aux jeunes garçons que la sexualité, c'est une performance. Eh bien, c'est tout sauf une performance. La sexualité, c'est avant tout une histoire d'amour, c'est avant tout de se prendre dans les bras les uns les autres, et ça ne ressemble en rien à la pornographie, que malheureusement beaucoup achètent, ce qui fait que c'est un commerce, et qu'il y a des industriels qui gagnent des milliards grâce à l'imbécilité de ceux qui achètent. L'inceste, c'est quand les adultes franchissent la ligne jaune. Ni un père, ni un oncle, ni un concubin de la mère, ni un prof, ni un moniteur de colo n'ont à s'intéresser aux enfants et aux adolescents sur le plan sexuel. Or, ça se produit beaucoup dans notre pays grâce au silence des agneaux. Je vais vous vacciner contre le silence avec une histoire vraie. Un jour, je vois envoyer par le procureur de la République une femme de 22 ans qui vient de porter plainte contre son père qui, dit-elle, couchait avec elle de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans. La mère était infirmière, chaque fois qu'elle était de garde, le père s'introduisait dans la chambre de sa fille et dans sa fille d'ailleurs. Au début, ça s'était très bien passé. La fille avait l'impression de remplacer sa mère quand celle-ci était de garde. Elle avait un secret avec son père. Ça ne se passait pas dans la violence, dans l'abus, oui, mais pas dans la violence. Mais rapidement, et d'ailleurs cette histoire a commencé de l'obséder, parce qu'elle savait quand sa mère était de garde ce qui allait lui arriver, et ça lui arrivait. Et ses résultats scolaires se sont dégradés, et elle a été virée de son établissement scolaire et mise dans un établissement à distance, et ça s'est arrêté là avec le père. Elle oublie tout. Elle croit oublier tout. Il y a des trucs qu'on n'oublie pas. Elle passe son bac, entre à la fac, et tombe follement amoureuse d'un garçon qui est fou d'elle. Et on passe des heures à passer dans la campagne, à se promener main par la main et à se raconter toute notre vie. Toute notre vie, non. Il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter. Et quand le garçon essaye de la caresser ou de l'embrasser, elle fait une sorte de crise d'épilepsie, elle tombe dans les pommes. Le garçon, il se dit, moi je ne suis pas avec elle pour ça, de toute façon je l'aime, dès que je ne suis pas avec elle, elle me manque. Ça va passer. Un an passe, ils se mettent dans un studio ensemble et c'est toujours pareil. Alors un soir, le garçon lui dit, écoute, tu devrais consulter, il y a quelque chose d'anormal qui se passe chez toi. Et c'est là qu'elle craque et qu'elle lui dit, chaque fois que tu me touches, ça me rappelle ce que me faisait mon père. Tête du garçon, il est écœuré. Il voit bien que celle qu'il aime, elle a des séquelles graves. Ils discutent ensemble pendant des mois et il finit par la convaincre de porter plainte contre le père, car se dit-il, si la société reconnaît qu'elle est une victime, ce sera pour elle le début du commencement d'un traitement. Ils vont ensemble à la gendarmerie, ils portent plainte, on cherche le père qui crie comme un cochon qu'on égorge. Moi, ma fille, à moi, jamais j'aurais pu faire ça. Pas la peine d'aller chercher du sperme, on est 8 ans après le dernier rapport, et c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais le magistrat, il sait très bien qu'aucune fille ne dit ça de son père si c'est pas vrai. Et comment est-ce qu'il va faire la preuve ? Il fait comme ça. Il dit, est-ce que par hasard, vous ne l'auriez pas raconté à une amie ? Ah si, un jour que j'étais très déprimé sous le sceau du secret, je l'ai raconté à ma meilleure amie. On la cherche. Elle dit oui, elle me l'a raconté sous le sceau du secret. Inculpée pour complicité de viol sur mineur de 15 ans, la copine. Et maintenant, je vais vous dire la loi de la France. Nul n'est censé connaître un fait de viol sur mineur de 15 ans et le mettre dans la poche avec un mouchoir dessus. Ça porte un nom dans notre pays. Complicité de viol sur mineur de 15 ans, ça se juge aux assises. Et donc, quand vous entendez une histoire comme ça, vous devez aller tirer la manche de l'infirmière scolaire ou du prof avec lequel vous entendez le mieux et lui dire, voilà, mon copain ou ma copine, ça touche autant les garçons que les filles, il est victime de ça et de ça, il faut le protéger. Et si l'adulte ne bouge pas,
eh bien, c'est lui qui risque d'avoir à rendre des comptes 15 ou 20 ans plus tard, car on est en train d'allonger le délai de possibilité de plainte sur cette affaire-là. Donc pour moi, le viol des enfants et des adolescents, il peut continuer parce qu'on ne dénonce pas les adultes pervers qui se servent des enfants et des adolescents, et on ne fait pas ce que font les pays du nord de l'Europe qui font des cours qui s'appellent « Touche pas à mon corps ». Au CP, à l'âge de 6 ans, tu n'as pas le droit de me laver entre les fesses quand tu me donnes le bain, mon corps est à moi. Les enfants de 6 ans ne le savent pas et il faut le leur apprendre. Les pays qui font ça ont beaucoup moins d'inceste que nous. Comme vous l'avez vu, la sexualité, ça concerne tous les humains et ça prend beaucoup de place dans nos têtes. Et pourtant, on en parle assez peu. Et donc là, j'ai dit beaucoup de choses en très peu de temps. Et maintenant, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Toutes les questions sont les bienvenues.